La guerre est enfin terminée et une femme attend avec impatience le retour de son mari. Lorsqu'il franchit la porte, elle se précipite en bas des escaliers pour l'enlacer avec émotion. Mais en levant les yeux, il découvre que leur maison a été transformée en un véritable marché. Après les explications de sa femme, il apprend que leur demeure était jugée trop grande et incompatible avec le nouveau principe d'égalité. La décision a été prise par le comité local de partager leur maison avec 13 autres familles, tandis que la leur a été reléguée dans une petite chambre mansardée. Ces précieux livres, autrefois soigneusement rangés, sont désormais empilés en désordre au sol. Pire encore, après tant d'années d'absence, ses enfants ne le reconnaissent plus et refusent ses tentatives de rapprochement. Le dîner de retrouvailles est bien modeste à cause du rationnement alimentaire et son beau-père sort la dernière demi-bouteille de cigare pour exprimer sa joie de le revoir. Comme ancienne famille de la bourgeoisie, leur quotidien est loin d'être aisé. Le beau-père ne peut s'empêcher d'exprimer son inquiétude. L'hiver approche et de nombreux aînés sont morts de froid. Devant cette réalité, Yuri est en colère et quitte la maison en emportant la trousse de secours. En rentrant chez lui, il trouve la maison glaciale et découvre que son fils semble malade. En colère, il gronde sa femme, l'accusant de négligence, car le poêle s'était éteint. Elle s'effondre en pleurs sur la table. Cette scène est observée par Petrov, son demi-frère, qui est policier. Bien qu'il soit censé arrêter Yuri, il choisit de ne pas le faire. Au lieu de cela, il le suit discrètement jusqu'à la maison où il tombe sur un groupe de personnes en train de se partager les dernières possessions de la famille. Non contents d'avoir pris leur maison, ces gens veulent encore réduire leur espace de vie à moins de 50 mètres carrés. Même les souvenirs de sa mère, ils cherchent à les voler. Furieux, Yuri tente de défendre ses biens, mais le bois de chauffage caché sous son manteau tombe au sol. Le silence est glaçant et le chef du comité l'accuse immédiatement de vol. Alors qu'il est sur le point de se faire accuser à tort, Petrov intervient avec calme et autorité. Le groupe, reconnaissant son rang, se disperse rapidement. Une fois les portes fermées, Petrov encourage Yuri à partir pour un endroit plus paisible, loin de Moscou. Grâce au permis de voyage préparé, la famille se met en route pour un petit village du sud, où la vie est plus douce. Dans ce voyage tumultueux en train, Yuri découvre un homme, un intellectuel, qui se présente comme le seul homme libre ici. Les autres ne sont que du bétail. Ces paroles résonnent dans l'esprit de Yuri, qui comprend que, malgré les épreuves, sa quête de liberté intérieure continue. Le train traverse des paysages enneigés interminables et fait une pause dans une petite ville ravagée par la guerre. Là, les voyageurs sauvent une mère et son enfant, bien que celui-ci soit malheureusement déjà sans vie. Le voyage reprend, traversant des tunnels sombres et des étendues glaciales. Lors d'un arrêt, Yuri se promène dans la forêt et tombe accidentellement sur une autre ligne ferroviaire, où il est capturé par des soldats qui le prennent pour un espion. Le responsable de ces soldats se révèle être un vieil ami, désormais dévoué à la cause révolutionnaire. Pour lui, la vie privée est morte, sacrifiée pour la révolution. Yuri est relâché et parvient à rejoindre sa famille dans leur village natal de Varykino. Ce long périple lui a montré la souffrance et les épreuves endurées par tant de gens, et tout cela devient une source d'inspiration pour ses poèmes.